Bonjour. Je vais essayer de répondre à la commande, analyse critique des conclusions du printemps de la ruralité, que j'ai sous-titré du coup regard de géographe. Hein, voilà, je suis pas politiste. Voilà. D'entrée de jeu, et j'ai pas légendé cette photo, donc je vous explique quand même. Donc je viens de la région lyonnaise et c'est ici donc un village qui s'appelle Tenay, qui était une ville qui est devenue village par la suite du recul de l'industrie et qui prend de nouvelles couleurs aujourd'hui grâce à un festival de street art. L'image du village a totalement changé grâce à un festival, mais si je commence à vous en parler, ça risque d'être trop long. Alors, je regarde l'heure, voilà. Le printemps des ruralités, je dirais, c'est un dispositif inédit. Alors, je vais peut-être vous dire d'où je parle. Donc, je suis une spécialiste de la question du rural, des ruralités, de la campagne. Au fur et à mesure des années, ça change. Et non pas une spécialiste de la culture en soi. Toutefois, ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur les questions de culture en développement, enfin, culture en milieu rural sous l'angle du développement local et des enjeux pour les territoires ruraux. Alors, pourquoi le printemps des ruralités, c'est un dispositif inédit? C'est un dispositif inédit parce que il y a eu pas mal d'actions qui ont été conduites. Le ministère de la Culture a quand même pense la culture en milieu rural depuis un certain nombre d'années. On a régulièrement aussi il y a eu en 2018 une grande comment on pourrait dire, une sorte de séminaire conjoint entre le ministère de l'Agriculture, qui avait en charge le monde rural à cette époque-là, et le ministère de la Culture pour y réfléchir. Donc il y a quand même, ça revient, on va dire, périodiquement, cette question de la culture en milieu rural. Mais elle est sûrement de plus en plus forte puisque on a bien entendu tout à l'heure avec Madame la vice-présidente tous les enjeux que la culture peut revêtir en termes de démocratie, de formation, etc. Alors, dispositif inédit parce que on a eu tout d'abord une installation d'une ministre en milieu rural aussi à Nontron, une école de design qui s'installe en milieu rural. On est quand même sur une forme de culture qui n'était pas très connotée rurale a priori. Et puis ensuite, toute une série, alors je n'ai pas mis dans l'ordre, une consultation en ligne auprès à la fois des acteurs culturels, des élus, des habitants, d'associations. L'organisation de rencontres en région, je crois qu'il y en a eu 44 au total, et c'est très variable d'une région à l'autre, aussi en nombre, en personnes présentes. Un sondage réalisé auprès des habitants, et puis des rapports, un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles, 2 missions parlementaires, et je dirais aussi qu'il y avait déjà eu des interrogations et une sorte de retour. Il y a l'association des scènes nationales avait aussi mis comme thématique principale leur présence en milieu rural en 2023. Donc c'est quelque chose aussi d'assez récurrent. Et je dirais que le printemps des ruralités croise aussi le plan France Ruralité qui est la deuxième phase, c'est l'acte 2 de l'agenda rural qui avait un axe aussi culture. Voilà. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ni sur le plan, mais ce que on voulait voir aussi avec vous, c'est un petit peu dans la totalité de tous ces documents, ce qui ressort.
et notamment, il me semble, alors, la première chose importante, c'est que on entend de la part, enfin, tous ces documents soulignent qu'il ne faut plus parler de désert culturel pour le milieu rural. Et alors, je trouve que c'est clairement dit de façon explicite et d'entrée de jeu. Et ça fait pourtant des années qu'on le dit, que c'est toujours un discours qu'on entend parfois dans la presse. Hein. J'étais interviewée plusieurs fois sur désert culturel, bah non. Voilà. Et là, c'est écrit d'entrée, et je trouve que déjà, ça fait son chemin dans les discours aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est le premier point important. Après, on y lit un certain nombre de spécificités et de freins à la culture en milieu rural que chacun d'entre nous connaît et dont on parle depuis des années. Et je les ai regroupés finalement en un petit peu deux types, même si ça se croise. Je dirais des freins qui sont liés à la question de la ruralité elle-même, hein, quel que soit le sujet que l'on prend. Et qui sont liés à la faible densité relative donc de l'espace rural. Et logiquement, on a moins d'équipements en milieu rural qu'en ville, et en particulier dans les grandes métropoles. C'est lié à un phénomène de densité. Mais ce discours sur la faiblesse des équipements et peut-être sur l'idée d'associer désert et culture, on va le retrouver aussi sur la question des services aujourd'hui, où on parle de désertification. Et dans le même temps, moi, je forme au métier du développement rural en tant qu'universitaire. Et évidemment, ce qu'on constate, ce que l'on dit, ce que l'on souligne depuis des années et des années, c'est la faiblesse de l'ingénierie en milieu rural, que l'on retrouve bien entendu pour la culture également. Donc, une faiblesse de l'ingénierie qui, combinée à la complexité du montage de projets, de la diversité des lignes qui financent la culture en milieu rural, et de la nécessaire formation des élus, et qu'on renouvelle à chaque élection, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à souligner. Faiblesse des équipements, mais on a quand même un service de proximité qui maille le territoire, qui est celui des bibliothèques, et il me semble que c'est une de vos principales compétences partagées avec les communes et les intercos. Alors, une reconnaissance des freins toujours qui sont propres au milieu rural et dont on parle de plus en plus, dans la mesure où aujourd'hui on a toute une réflexion sur la transition mobilitaire ou motilitaire. Hein, les spécialistes, je ne suis pas une totale spécialiste non plus des enjeux de mobilité, mais la mobilité en milieu rural, ça fait des années aussi qu'on en parle. Ça fait des années qu'on parle de population captive, de voitures outils indispensables. Et aujourd'hui, à l'heure où on essaie de faire reculer la pratique de la voiture, se pose la question en milieu rural de la mobilité. Seulement, d'un point de vue culturel, il me semble que la question de la mobilité, elle se pose sous différents angles. Elle va se poser, bien sûr, sur la mobilité des ruraux et leur capacité à avoir accès à des équipements culturels. Et je tiens à souligner que, quand même, en matière de services, pendant des décennies, on a dit, et on continue un petit peu, on va regrouper les services pour faire des services de qualité, et en fait, les habitants sont mobiles. C'est une logique, c'est pas une logique récente, hein, c'est une logique ancienne qu'on compense par la mobilité des individus. Maintenant, à un moment, on peut aussi, et aujourd'hui, on se pose la question. Donc, mobilité des ruraux pour aller vers les équipements et les équipements culturels, ou pour aller vers un équipement culturel en milieu rural. Parce que l'espace rural, c'est à la fois, même si on prend les bibliothèques, c'est peut-être dans certains secteurs habitat groupé, dans d'autres, on a beaucoup cité la Bretagne tout à l'heure ou la Manche, on est dans de l'habitat dispersé. Pour aller à la bibliothèque, parfois on fait 5-10 km, même au sein d'un même village. Donc de toute façon, on a besoin de bouger. Et puis, dans le printemps des ruralités,
on a aussi, on parle beaucoup, la parole, les artistes sont beaucoup revenus aussi sur, eux, la question de leur mobilité. Donc des artistes qui viennent en milieu rural, qui découvrent qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'il faut une voiture, que ça prend du temps, que ça coûte cher, et que l'été, l'hiver, c'est pas pareil, en pleine montagne, c'est pas pareil, etc. Donc il y a cette question. Et aussi, je pense que nous, on l'avait vu déjà, c'était très fortement ressorti au moment des TAP, parce que organiser des TAP dans des communes rurales, il fallait payer le transport et le temps du transport. Donc, enfin, c'était pas payé, mais justement, voilà, ça posait déjà question. Et dans le même ordre, la mobilité des bénévoles qui sont importants dans la culture. Alors la mobilité, et c'est très présent dans le printemps des ruralités aussi, parfois c'est un peu confus, c'est aussi la mobilité des citadins qui viennent en milieu rural pour les festivals, les festivals ou d'autres, des lieux culturels qui veulent visiter des lieux culturels par exemple en milieu rural, où se pose la question de comment on y va quand on n'est pas mobile, là encore, quand on n'a pas son automobile, pardon. Et par exemple, je vous mets toujours un centre d'art dans le budget, en montagne, qui est obligé de mettre... on va à la gare d'Ambérieu, mais le centre d'art, il est à 40 minutes de la gare d'Ambérieu, 45 minutes de la gare... alors, après, on est tout près de Lyon, hein, par exemple, ou on est tout près de Genève, mais on a 40 minutes. Voilà, et comment on fait? Et de la même façon, des questions, je pense aussi, j'avais eu des mémoires d'étudiants sur le couvent de la Tourette, qui est un couvent magnifique et qui est un centre d'art, qui est pas loin de Lyon, c'est dans le périurbain de Lyon. Mais toujours pareil, comment on fait venir les personnes qui viennent, les touristes à Lyon, dans ce lieu? Donc c'est aussi dans ce sens-là. Après, il y a aussi une question sur la mobilité, parce que vous avez évoqué les enjeux sociaux, qui est aussi la mobilité sociale, mais j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et puis, la mobilité, c'est aussi les nouvelles façons d'habiter. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus, on n'est pas rural à vie ou citadin à vie, on va et vient, un peu tous, enfin pas tout le monde bien sûr, mais quand même une majorité. De même, on parle de plus en plus de birésidentialité. Donc tout ça, comment ensuite ça se traduit dans les mobilités, dans les transports, dans les besoins aussi en matière de culture et les pratiques culturelles. Alors, autre frein, et justement un frein, j'ai pu faire des enquêtes pour travailler avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes sur des projets CTEAC. Et ce qui revenait aussi régulièrement, c'est comment on communique sur ce que l'on fait dans les territoires ruraux. Et c'est intéressant parce que la communication revient clairement dans les débats et elle est mentionnée aussi, mise en valeur dans les résultats et les synthèses faites au titre du printemps de la ruralité. Et justement, alors on parle du coup des radios locales. Alors, je ne m'approfondirai pas sur le paradoxe de dire que les radios locales peuvent pallier au manque de communication et ensuite les financements des radios tels qu'ils sont annoncés. Mais ces radios, elles jouent un rôle très très important, et moi je trouve de plus en plus important, dans les territoires, en termes de lien social, et justement pour annoncer ce qui se fait en termes de culture, où aller, etc. Parce que cette question, comment on fait passer l'info, c'est vraiment quelque chose de régulier. La presse, elle n'est plus tellement lue, quand même un petit peu, la presse locale, mais pas tout le monde. Les réseaux sociaux, oui, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Et l'affichage, alors oui, ça marche, là c'est une gare, hein, mais c'est Dieulefit, c'est dans la Drôme, c'est pas partout non plus. Donc voilà, des questionnements aussi sur la communication. Et puis, une autre reconnaissance de spécificité, l'importance du patrimoine, soulignée par le ministère comme une forme, c'est moi qui mets ça, hein, de compensation en termes d'établissements labellisés, mais de dire voilà, il y a tant de pourcents d'établissements labellisés en milieu rural, bah oui, enfin,
il y a les culturels et puis il y a les monuments historiques, etc. Mais c'est autre chose. Mais cette importance du patrimoine, elle a longtemps occulté parfois la culture en soi. Et il me semble aujourd'hui, personnellement, qu'on a un peu de mal parfois à l'articuler ou à articuler des acteurs qui portent le patrimoine, certains édifices ou voire des musées, et d'autres actions culturelles. Voilà. Donc l'importance du patrimoine quand même, en citant aussi le nombre de musées qui existent, mais je vous ai montré tout à l'heure, ou centres d'art, aussi des difficultés qu'ils peuvent avoir. Et il y a aussi une grande diversité des musées. Je pense les départements, certains départements ont aussi en charge des musées. Ou être des musées associatifs. Il y a eu beaucoup de musées associatifs. Il y a aussi des musées privés avec plein de questions qui se posent sur la transmission des collections aujourd'hui, etc. Voilà. Ça, c'est pas abordé. Hein, si on parle que des musées labellisés dans le Printemps de la ruralité. Et puis, l'importance du patrimoine pour les élus. Ce que l'on voit, c'est les églises, l'entretien du patrimoine bâti, en particulier les églises, ou d'autres éléments du patrimoine bâti, et les archives. Et je suis assez étonnée que ce soit ces principaux éléments qui ressortent du discours des élus, alors qu'il y a plein d'autres choses aussi. Mais bon, c'est le coût, une charge, voilà, qui ne rencontre peut-être pas forcément d'autres acteurs ou d'autres façons de voir le patrimoine. Donc, par exemple, aujourd'hui, une nouvelle attention pour ce qu'on appelle le patrimoine culturel et immatériel, qu'on a appelé dans les années 80 le patrimoine vernaculaire, par exemple. Donc, alors on parlera peut-être du collectage, mais c'était aussi les savoir-faire. Par exemple, savoir-faire du bâtiment, savoir-faire lié par exemple au bocage, hein, etc., qui sont à la gestion du vivant aussi aujourd'hui, et qui commencent à être redécouverts par des générations plus jeunes qui se les réapproprient et qui n'est pas forcément ce dont on parle ou ce dont parlent les élus, par exemple. Et puis surtout, ce patrimoine immatériel, j'insisterai, c'est aussi la biodiversité domestique. Mais si on veut biodiversité domestique, c'est les races animales, les espèces. Mais si on veut les conserver, les valoriser, il faut aussi travailler sur les savoir-faire. Et là, je fais mon petit topo sciences humaines. Inventorier la biodiversité, c'est bien, mais si on n'inventoriait pas à côté les savoir-faire, ça ne sert à rien, presque. Voilà, parce que c'est du patrimoine vivant. Et puis, l'importance des associations, soulignée. Alors avec peut-être, je porte à votre attention le fait que les associations qui interviennent en milieu rural sont dans le domaine de la culture, sont très diverses. Et qu'on a certes des associations qui seront à la préfecture dans la catégorie des associations culturelles, mais on n'a pas que celle-là. D'abord, il y a une multiplicité d'associations patrimoniales, et souvent héritées des années 80, 90, mais qui vivent encore. Des associations, vous l'avez dit tout à l'heure, support de services à l'échelle départementale, mais tout autant à l'échelle des communes aussi, les écoles de musique, les bibliothèques, des musées. Les associations d'éducation populaire, et celles qui sont spécifiquement rurales, comme les foyers ruraux, le MRJC par exemple. Et puis, d'autres qui ne sont pas forcément exclusivement rurales. Je pense au MJC, aux centres sociaux, à la Fédération des œuvres laïques qui joue ici dans la région, je crois dans le Gers, un rôle majeur en termes de cinéma par exemple. Donc voilà, c'est tout ce monde-là qui est important. Et puis, aujourd'hui, peut-être des associations que je qualifierais de citoyennes autour de cafés associatifs, qui peuvent porter des tiers-lieux. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a toutes ces associations importantes qu'on va retrouver beaucoup dans le secteur de l'alimentation que vous avez évoqué tout à l'heure et qui parfois vont jusqu'à aussi la culture. Et puis des associations, je ne sais pas comment les qualifier,
généralistes, traditionnelles, anciennes, je ne sais pas quel qualificatif leur donner. Les associations familiales, et là, en milieu rural, famille rurale, qui jouent un rôle. Alors là, c'est comme les associations d'éducation populaire. Hein. Elles sont très implantées ou moins implantées dans d'autres départements ou d'autres secteurs, mais elles peuvent jouer un rôle important. Les comités des fêtes, des associations caritatives, Secours catholique aussi intervient en matière de culture, culture au cœur, voilà par exemple. Et puis j'ai mis les associations clubs, par exemple une association de peinture de village X où c'est juste un entre-soi. Voilà. Et toutes ces associations, elles n'ont pas, enfin pas toujours, mais voilà, elles n'ont pas le même rôle, le même statut. J'accélère. Et puis en termes de lieux, donc là c'est la faiblesse des équipements. Du coup, on va avoir des équipements, une multifonctionnalité des lieux. Multifonctionnalité, c'est aussi une caractéristique rurale d'une certaine façon. Multifonctionnalité des lieux dédiés à la culture ou non dédiés à la culture. J'ai vu un artiste il y a quelque temps dans les Hautes-Alpes qui dit « Moi, je connais toutes les salles des fêtes par cœur. » Voilà. Donc, ces lieux... et avec une question, donc il y a cette reconnaissance aussi dans le printemps de la ruralité, mais comment les équiper, comment peut-être faire des lieux multifonctionnels mieux équipés. Voilà, c'est aussi une question. Et puis, les lieux, s'il n'y a pas de lieu, en milieu rural, il y a des espaces attractifs qui peuvent être des lieux de création, des lieux de diffusion, les paysages, alors je citerai la forêt, plein de choses qui existent et qui font aussi des formes d'attractivité du milieu rural. Alors, et puis, une spécificité que vous connaissez tous et qui est reconnue en termes de temporalité. Oui, il y a beaucoup de festivals en milieu rural, mais voilà, ils sont limités, souvent très saisonniers, avec des demandes d'habitants d'avoir aussi des festivals en dehors de la saison, mais aussi avec cette contradiction que certains disent que l'hiver, le soir, ils n'ont pas envie de sortir. Donc voilà, ça veut dire été-hiver aussi dans les pratiques et dans la façon de vivre, semaine, week-end. Et puis, j'ai ajouté le temps des financements, des appels à projets. Voilà, par exemple, si on n'a pas de structure, on est encore plus lié à des appels à projets et à des temps de cours. Et la temporalité des initiatives privées, c'est un acteur qu'on ne voit pas, que peut-être j'ai pas bien lu dans les résultats et diagnostics, mais en faisant un peu de terrain, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs privés aussi de la culture. J'ai parlé des musées tout à l'heure. J'ai vu des personnes qui arrivaient. Alors c'est la Drôme. Ils arrivaient dans la Drôme. Ils avaient envie de, je sais plus, du jazz ou d'avoir des manifestations type cabaret. Ils créent ça chez eux. Donc voilà. Mais je dis temporalité parce que quand cette personne part à la retraite, déménage, n'a plus d'argent, je ne sais pas, voilà, ça s'arrête. Alors, et une reconnaissance forte, là, c'est à mon avis la star des politiques publiques actuelles et donc du printemps de la ruralité, l'itinérance. Donc une originalité rurale reprise dans l'Allée Vert, avec plein de questions autour, le MUMO, des projets individuels aussi, alors, plein de formes d'itinérance, et je vais passer vite parce que je pourrais être très longue là-dessus, jusqu'aux librairies itinérantes qui sont aussi, qui ont droit à une petite ligne. Voilà. Alors, pourquoi la culture? Pourquoi j'ai dit c'est un dispositif inédit? Donc, pourquoi aussi ce dispositif sur la culture? Je dirais que, mais je vais passer vite puisque vous l'avez largement évoqué tout à l'heure, des enjeux d'équité territoriale, des enjeux de démocratie, de numérique et d'accès au numérique. Il y a eu aussi des enquêtes qui ont été faites, loisirs des champs, loisirs des villes, et on voit l'importance des pratiques individuelles chez soi et du numérique. Donc ça pose aussi des questions sur le lien social, sur l'information, par exemple. Des enjeux très forts parce que, à mon avis, et vous l'avez dit,
Il n'y a pas de développement local. Alors aujourd'hui, on n'ose plus dire développement, je ne sais pas, en tout cas de vie, en tout cas, ou de penser une politique rurale sans penser culture. Et là, on est vraiment dans l'ancienneté, quoi. Les premiers éléments, si on revient aussi sur l'histoire, les premiers acteurs du développement local ont tout de suite avaient un volet culturel systématiquement. Donc c'est vraiment très très lié. Et puis, des enjeux, des questionnements, ça re-questionne les rapports ville-campagne. Mais attention à ne pas de l'aller vers, à dire on diffuse, on va vers, on a l'itinérance, etc. Mais bien à co-construire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est bien en tête, mais qu'il faut rappeler. C'est la question de l'itinérance, entre autres, mais pas seulement. Et puis, je dirais qu'il faudrait regarder dans les deux sens, alors de la ville à la campagne, et de montrer qu'il y a des choses aussi qui sont importantes en ville, qu'on peut peut-être exporter à la campagne, qu'on peut peut-être aussi exporter en ville. Donc avoir un regard qui va dans deux sens et pas dans un sens. Et certes, aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des innovations culturelles, etc. Mais voilà, c'est bien le penser comme ça. Et pas seulement comme facteur de développement touristique. Hein. Et voilà. Et je vous donne un petit exemple. J'ai une doctorante qui a travaillé sur les musiques trad. Et c'est très, très intéressant parce que les associations et les pratiques, elles sont vraiment entre ville et campagne. Et elles se réinventent d'un lieu à l'autre, prenant des... Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, toujours une grande question, et voilà, j'ai déjà débordé presque, des pratiques culturelles que l'on connaît mal. Et je trouve que dans les printemps des ruralités, on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus. C'est pas... Alors là, encore une fois, là, je prends ma casquette sciences humaines. C'est pas à travers des sondages avec des questions fermées qu'on peut, ou même un questionnaire, qu'on peut percevoir ce que sont ces pratiques. Et des enquêtes qualitatives, le témoignage aussi, ou des élus, ou des praticiens, c'est fondamental. Et ça, moi, je ne suis pas sociologue, mais il me semble que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de discours, mais que ce serait peut-être bien d'approfondir encore un peu plus. Donc des pratiques culturelles, l'idée d'une culture festive, hein, il y a un sociologue qui parle de cette idée de culture festive. Et puis la grande question des jeunes, comment les toucher, mais c'est pas les jeunes, c'est pas seulement les enfants. Les jeunes, c'est au collège, puisque en milieu rural ou dans les bourgs, on a des collèges, mais après ils vont au lycée. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Cette catégorie de jeunes du lycée à l'université, et encore après quand ils s'installent, connaître leurs pratiques, leurs besoins, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est une question. Et puis, avec là, je pense, des inégalités sociales fortes, de ceux qui sont mobiles, justement, entre la ville et la campagne, et qui choisissent. Il y a des travaux de Mariette Sibertin-Blanc, qui est universitaire à Toulouse, sur les jeunes. Elle a travaillé sur la ville d'Albi, les jeunes et la culture à Albi. Il y a beaucoup de travaux, il y a des thèses aussi qui ont travaillé là-dessus, aussi à Toulouse, sur ces allers-retours. Mais il y a aussi des travaux de sociologues aujourd'hui qui parlent des classes populaires rurales, et on a aussi ces questions. Mais voilà, à nuancer dans les deux cas. Voilà. Et puis je vous ai mis une citation de l'adresse, je pense que c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Le sentiment de privation est moins présent dans le quotidien des jeunes ruraux que des jeunes urbains, alors qu'ils sont plus d'1 sur 5 à déclarer ne pas avoir de dépenses pour leurs loisirs. Mais pas de dépenses pour leurs loisirs, ça ne veut pas dire pas de loisirs, et ça ne veut pas dire pas de pratique culturelle. Voilà. Donc je vous ai mis un pressage de pommes. En Savoie. Ça va de pair aussi avec les questionnements sur les pratiques amateurs et leur rôle fondamental. Et ces pratiques amateurs, dans les résultats du questionnaire, je suis très très étonnée sur le taux de personnes qui disent que c'est une pratique amateur très très faible dans les résultats.
ce qui est très étonnant. Enfin, voilà, donc à se demander si c'est peut-être aussi des façons de formuler la question, ce qu'on entend, voilà. Alors, donc des enjeux de justice sociale, je l'ai dit, mais vous en avez parlé tout à l'heure. La question de l'accès à la culture, culture, loisirs, en termes de pauvreté, précarité, c'est vraiment quelque chose de fondamental, aussi en milieu rural. Mais j'enfonce une porte ouverte. Et ça ressort bien du printemps des ruralités, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on cumule un double coût. C'est le coût de l'accès à la culture et le coût du déplacement pour avoir accès à la culture. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand on a fait, enfin, on travaille sur les enjeux d'accessibilité alimentaire. Bah, aujourd'hui, c'est l'alimentation, où on mange, où on se chauffe, où on met de l'essence dans la voiture, et, du coup, culture, loisirs, c'est fini. Voilà. Et c'est important. On a fait des travaux avec des étudiants auprès de centres sociaux dans le département de l'Allier. Et on n'avait pas mis culture ou loisirs. C'est vraiment ce qui est ressorti comme besoin fondamental. Alors, ensuite, aujourd'hui, la question, elle se pose parce qu'on a une attractivité des territoires ruraux. Je ne suis pas dans l'idée de l'exode urbain, hein, bien entendu, mais c'est vrai, on a une attractivité depuis un certain nombre de décennies qui suscite de nouvelles attentes. Et quelles sont-elles? Comment y répondre? Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on se questionne sur la culture, parce que peut-être qu'il y a des besoins nouveaux et des besoins qu'on formule plus. Et parmi les nouveaux habitants, je dirais qu'il y a aussi des artistes, il ne faut pas l'oublier. Et ça renouvelle quand même pas mal de choses aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors cette photo, c'est une personne qui s'est installée. Alors faut voir la maison, hein, c'est une quasi-ruine qu'elle restaure, qui fait des films, elle est vidéaste, et en plus elle s'est installée pluriactive, semencière, semence locale, en lien avec le parc, etc. Voilà. Donc, des inégalités territoriales, c'est ça que je voulais souligner. Un dernier point et rapidement, des inégalités avec des zones de tension. Je trouve qu'il y a des points de tension très importants entre habitants. C'est pas seulement nouveau, ancien, c'est aussi via des réseaux. Enfin, c'est des tensions qu'on trouve qui sont pas seulement à la culture, parce que c'est des réseaux autour des jardins, c'est les mêmes personnes qui sont dans les mêmes réseaux, voilà. Entre associations aussi, anciennes, nouvelles, etc. Entre les artistes d'ici et les artistes de la ville ou d'ailleurs qui viennent s'installer aussi. Et des tensions entre amateurs et professionnels, ça c'est plus classique. Alors j'ai mis, mais voilà, des enjeux actuels, puisqu'on était dans le contexte, hein, de penser vraiment de façon globale et pas aujourd'hui priorité à l'alimentation, par exemple, et ne pas négliger la culture. Et ne pas la considérer comme superflue dans un contexte tendu. Et ça, on l'a déjà vu un peu en 2008, déjà un petit peu, hein, en tout cas en milieu rural, voilà. Et des inégalités, parce que je trouve qu'il y a des enjeux qui sont liés à la diversité des territoires ruraux. Il y a ceux qui sont attractifs, il y a ceux qui sont moins attractifs aujourd'hui. Il y a des catégories socio-professionnelles différentes, et parfois il y a des différences d'une commune à l'autre. Et puis, il y a aussi des différences. Vous êtes des départements. Il y a des départements qui sont plus investis que d'autres dans la culture et dans l'aide aux collectivités rurales. Donc, il y a des différences vraiment importantes, par exemple. Et puis, une vraie question de la gouvernance entre la commune, les Comcom, y compris des Comcom énormes, XXL, des agglos avec la ville-centre et des communes rurales. Des échelles d'intervention, voilà, des coopérations entre intercommunalités qui pourraient exister en termes de culture, c'est pas toujours évident, avec parfois
une difficulté supplémentaire quand on est à une limite de département. Je ne parle pas de la région, mais des départements, puisque c'est là, en matière rurale, important. Et puis, des échelles qui sont celles des associations aussi, qui ne regroupent pas forcément les échelles de la gouvernance territoriale, par exemple. Et puis, je dirais qu'il y a une nécessaire articulation entre acteurs, mais là encore, j'enfonce des portes ouvertes, hein, sur les lignes de financement. Et j'étais très contente de voir qu'on reparlait du ministère de l'Agriculture au ministère de la Culture à propos du rôle des établissements, des lycées agricoles. Mais il me semble qu'il y avait une convention culture-agriculture il y a quelques années qui fonctionnait très très bien. J'ironise parce qu'il me semble qu'il y a plus grand monde qui la porte. Entre ministère de la Culture, ministère en charge de la ruralité aujourd'hui, puisque c'est plus le ministère de l'Agriculture qui a la ruralité en charge, au sein des collectivités elles-mêmes, entre les différents services, et parfois même au sein des intercos, où on a un discours qui revient et qui dit qu'elles se sont beaucoup financiarisées aussi, et sont devenues très techniques aussi, ou technocratiques, et moins d'échanges. Voilà, et ne pas oublier l'Europe et les programmes leaders, et remettre les programmes leaders un peu aussi sur la culture. Ça, c'est pour les régions. Alors, avec des politiques culturelles qui sont de plus en plus territoriales, malgré tout. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un dispositif qui a été mis en place depuis 2020. C'est les contrats territoriaux d'éducation aux arts et à la culture. Donc, c'est une politique qui était en direction des espaces ruraux dits prioritaires. Donc, avec la DRAC qui portait un contrat en direction des intercoms, une ou plusieurs, sur 3 ans, en les obligeant à faire intervenir des compagnies, des acteurs culturels, et normalement à embaucher un chargé de mission culture, en lien avec les conseils départementaux, la région, la CAF, l'éducation nationale. Alors, dans certains départements, ça a marché. Certains départements ont financé le poste des chargés de mission, etc. Bon, c'est variable. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Et voilà. J'ai à peine débordé.